Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de Midi Minatech, aussi bien à distance qu'en présence, et ravi de vous accueillir dans cet amphi si agréable. Alors, tout simplement, d'abord, une petite information. Nous allons reprendre petit à petit notre mode de fonctionnement habituel, c'est-à-dire en présence, mais aussi à distance, mais avec la possibilité de prendre un petit sandwich pour se restaurer. D'accord? Voilà, nous avons l'autorisation. Donc, on va voir comment ça va se mettre en place. Mais c'est notre bonne nouvelle de la journée. Alors, maintenant, pour le prochain Midi Minatech, donc vendredi prochain, le 15 avril. Vous savez qu'on est déjà au printemps. Vous n'en avez peut-être pas l'impression aujourd'hui parce que il pleut. Mais bon, quand même, les arbres sont en fleurs. Vous avez vu plein de fleurs partout et les arbres sont en fleurs. Les arbres de Judée, vous savez, ces fleurs qu'on peut manger, d'accord? Et les fleurs en général, c'est aussi ce qui va donner des fruits et donc ça nous nourrit. C'est beau et ça nous nourrit. Mais on ne sait pas grand-chose des fleurs. Même Darwin disait c'est un abominable mystère que ces fleurs. Et donc, si vous voulez bien, la semaine prochaine, François Parcy, qui est donc directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du laboratoire de physiologie et chimie végétale à l'IRIG, nous propose de savoir, enfin, de discuter de ce que l'on sait aujourd'hui des fleurs. OK? Donc, j'espère que vous serez là pour l'écouter et que vous apprécierez. Et puis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Malvina Billière, donc responsable scientifique et opérationnelle du fonds de dotation Clinatech dont vous voyez l'affichage ici, et en binôme avec Audrey Lenaour, qui est responsable du projet Astropark, et donc qui est ingénieur-chercheur en biologie au fonds de dotation Clinatech. Et aujourd'hui, elle nous propose de comprendre les mécanismes impliqués dans les traitements actuels et futurs de la maladie de Parkinson. Eh bien, Malvina, la parole est d'abord à toi. Mais je pense qu'Audrey va prendre la place par la suite. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Amal et Julie de nous donner cette opportunité de présenter le fonds de dotation Clinatech et un des projets qui y est mené. Moi, je vais faire une introduction très rapide sur qu'est-ce qu'est le fonds de dotation Clinatech. Je ne suis pas sûre que vous soyez au courant de cet institut, cette organisation. Le fonds de dotation Clinatech, c'est un fonds de dotation, donc c'est un statut juridique un petit particulier, c'est de l'ordre des fondations, donc c'est des organismes qui sont là pour financer des projets avec un objet social défini. Nous, dans notre cas, c'est la recherche scientifique. Et le fonds de dotation Clinatech est rattaché à Clinatech. Donc, je pense que tout le monde connaît ici Clinatech, donc qui est un laboratoire spécifique qui a été créé par le CEA, le CHU, l'UGA et l'INSERM il y a plusieurs années et qui est situé sur la périphérie du CEA au Polygone. Donc, le fonds de dotation Clinatech, il a été créé en 2014 par le CEA avec comme objectif d'aller récolter des fonds auprès de mécènes. Et par mécènes, on entend plutôt des grosses entreprises. Vous en voyez quelques exemples qui nous financent depuis plusieurs années, Covea par exemple, Clésia, des mutuelles, mais aussi auprès d'autres fondations qui financent des projets divers et variés dans des institutions ou des fondations et des fonds de dotation. Et c'est par exemple le cas de la fondation Edmond J. Safra, qui est très fortement à l'origine de Clinatech et qui a contribué très fortement à la création de Clinatech il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc, ce fonds de dotation, il a été poussé et il a émergé de l'idée de trois personnes qui sont à l'origine de la création de Clinatech. Donc, on a Jean Terme, que tout le monde connaît au CEA, qui est une des personnes qui a fortement développé le centre du CEA de Grenoble. On a Amine Louis Benabid, qui est à l'origine du projet BCI, qui a été un des premiers projets mis au point au sein de Clinatech. Et on a Alain Mérieux, qui est l'ancien responsable de la société Biomérieux et qui aussi a été à l'origine de Clinatech.
Donc ces 3 personnes ont poussé à la création du fonds de dotation pour aller chercher de l'argent pour pouvoir financer les projets scientifiques qui sont développés au sein de Clinatech. Le fonds de dotation, il a une structure un petit peu différente du CEA, c'est normal, il est un peu indépendant quand même, et il fonctionne avec un comité de campagne. Alors là, c'est plutôt des gens, chefs d'entreprise, personnes placées dans différents instituts qui vont nous aider à rentrer en contact avec des mécènes potentiels. C'est plutôt des gens qui sont basés à Paris, pour tout vous dire, parce que l'argent souvent va se chercher auprès des grandes entreprises qui sont à Paris. Et puis, on a un comité de scientifiques où là, c'est des chercheurs qui nous aident à évaluer, construire, peaufiner les projets scientifiques qui vont être développés au sein du fonds de dotation, et conseil scientifique qui réalise des audits scientifiques chaque année auprès des projets que le fonds de dotation a financés. Le fonds de dotation, il a un organe fonctionnel qui est un conseil d'administration, puisqu'un fonds de dotation, c'est une association. Et donc, toute décision, tout changement de fonctionnement du fonds de dotation passe par la validation du conseil d'administration. Et on a un président qui est donc élu par les membres du conseil d'administration et un directeur qui est là aujourd'hui dans une fonction essentiellement de recherche de mécénat. Le directeur du fonds de dotation, c'est Thierry Bosc. Il est au fonds de dotation depuis sa création, depuis 2014. Et c'est grâce à lui, vraiment, qu'on arrive à solliciter les mécènes, à les fidéliser. On a des mécènes qui sont là depuis plusieurs années et qui financent le fonds de dotation Clinatech et les projets Clinatech depuis la création du fonds de dotation. Et ça, c'est très important. Ça permet d'avoir un lien privilégié avec ces mécènes-là. Et eux, ils sont intéressés à voir tout ce qui se fait au niveau de Clinatech et comment la technologie qui est développée au CEA et qui transite par Clinatech peut apporter quelque chose au plus près des patients. Aujourd'hui, le fonds de dotation, c'est une petite équipe, on est une petite dizaine de personnes. Donc, on a un nouveau président qui est Jean-Philippe Bourgoin, qui est aussi donc directeur adjoint à la DRT au CEA. On a donc un directeur, Thierry Bosc, une responsable scientifique et opérationnelle, c'est moi-même, donc plutôt en charge d'organiser le développement des projets et de donner tous les moyens aux chercheurs de pouvoir réaliser leurs projets. On a 7 chercheurs, donc vous voyez sur l'écran les différentes personnes. Donc on a un PI, John Mitrofanis, qui vient d'Australie, qui est arrivé l'année dernière, qui est en charge de tout ce qui est photobiomodulation infrarouge dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Qui est à la tête d'un petit groupe de personnes qui vient d'arriver. On a Audrey Valverde, qui est une postdoc, qui est arrivée au mois de septembre. On a Marjorie Doll, qui est une ingénieure-chercheur, qui est arrivée au mois de janvier. Et on a Jamie O, qui est arrivée en début de semaine, donc pour travailler sur 3 axes différents du projet porté par John Mitrofanis. Et puis, on a 2 autres projets, dont un projet dont va vous parler Audrey Le Naour. Donc, Audrey, elle est aidée par Émilien, qui est un technicien qui lui permet de faire des expérimentations biologiques. Et puis, on a un thésard, Nathan, qui est arrivé l'année dernière, qui a commencé par un stage de M2 et qui poursuit par une thèse en lien avec l'UGA et le CHU. À l'UGA, c'est le laboratoire GENE avec Brigitte Piala. C'est une thèse qu'on fait ensemble. Donc, ça permet de créer aussi des liens dans le bassin grenoblois avec d'autres instituts qui travaillent sur tout ce qui est neurosciences et qui peuvent nous apporter leur expertise. Et puis, on a des personnes support pour fonctionner correctement. On a une responsable communication, Lisa Carvello, et puis on a une assistante, Florence, qui nous aide à gérer tous les petits tracas du quotidien quand on fait des projets scientifiques et qui est un grand support. Aujourd'hui, le fonds de dotation, on a 3 projets porteurs qui se construisent au fil du temps et qui vont monter un petit peu en puissance cette année. Donc, on a le projet qui s'appelle Covea Neurotech qui vise à étudier plus en profondeur les effets de la photobiomodulation dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Donc à Clinatech, la photobiomodulation infrarouge est une technologie qui a été développée depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de Parkinson. Alors, il y avait Cécile Moreau qui était venue faire un Midi Minatech à l'automne, qui avait parlé de ce projet, de l'essai clinique qui est en cours. Et donc, en fait, c'est une continuité de ce projet-là, mais justement pour aller voir dans la maladie d'Alzheimer si on peut l'appliquer et quels seraient les effets bénéfiques de la photoillumination.
On a le projet Astropark dont Audrey va vous parler et on a le projet DBS Sommeil. Donc ça, c'est le projet de Nathan, le thésard, qui travaille sur la stimulation pour améliorer le sommeil chez les patients parkinsoniens, puisque les sommeils est un des premiers effets collatéraux, entre guillemets, de la maladie de Parkinson. En fait, c'est un des premiers signes, puisque les problèmes neurologiques dus à la maladie de Parkinson ont un fort impact sur la régulation du cycle de sommeil. Et donc, on va étudier pour voir si on arrive à avoir une solution grâce à la stimulation qui permet de retrouver des cycles du sommeil normaux, qui aura un bénéfice, bien entendu, sur la qualité de vie du patient, notamment la journée. Donc voilà, c'est des projets qui sont toujours en lien avec ce qui se fait à Clinatech, des technologies CEA qui peuvent être apportées aux patients et des projets qui peuvent être très fondamentaux, comme va vous présenter Audrey, c'est de la recherche cellulaire, jusqu'à des essais cliniques qui sont portés, bien entendu, par le CHU présent à Clinatech. Et donc, je laisse la parole à Audrey qui va vous expliquer son projet Astropark, un projet très fondamental. Merci beaucoup. Merci Malvina. Alors bonjour, moi je m'appelle Audrey Lenaour, je suis ingénieure de recherche et responsable du projet Astropark au fonds de dotation Clinatech que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le projet Astropark consiste en l'étude cellulaire et moléculaire de traitements actuels et futurs sur la maladie de Parkinson. Donc, pour mettre un petit peu dans le contexte, je vais vous parler un petit peu de la maladie de Parkinson. Et puis après, je vous expliquerai plus précisément les objectifs du projet Astropark avec les technologies et les modèles cellulaires que nous avons mis en place pour ces études. Et puis, on conclura par les perspectives du projet. Donc, c'est un projet qui a débuté au mois de janvier 2021, donc il y a un peu plus d'1 an. Donc d'abord, on va partir sur la maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que les neurones dans certaines zones du cerveau meurent au cours du temps, et donc ça provoque des symptômes moteurs comme des tremblements au repos, une difficulté à initier le mouvement, mais aussi des symptômes cognitifs tels que la dépression, des problèmes de sommeil, comme l'a évoqué Malvina. Donc, Parkinson en quelques chiffres. Alors, la maladie est diagnostiquée en moyenne à l'âge de 58 ans, sachant que le diagnostic est quand même très tardif. La maladie de Parkinson, généralement, peut apparaître à partir de 45 ans. Donc, ça touche des personnes qui sont quand même encore en pleine activité et dans la force de l'âge, et c'est une maladie qui est quand même très invalidante. On estime à 200 000 personnes diagnostiquées aujourd'hui en France. On pense que toutes les personnes ne sont pas diagnostiquées non plus, donc le chiffre peut un petit peu augmenter. Et puis à travers le monde, on compte entre 6,5 et 10 millions de personnes qui sont diagnostiquées sur la maladie de Parkinson. Donc c'est une maladie qui est bien répandue et c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Donc, en termes de traitement sur la maladie de Parkinson, donc, il y a différents types de traitements. Les traitements les plus utilisés de première intention, c'est-à-dire qui sont utilisés au début de la maladie, sont les traitements médicamenteux. Donc, le plus connu étant la L-Dopa ou l'apomorphine, avec une distribution sous forme soit de prise orale, soit de distribution par des pompes. Le problème des traitements médicamenteux, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ce traitement perd de l'efficacité et on arrive au bout de entre 5 et 8 ans avec une efficacité qui est vraiment réduite et donc des symptômes qui réapparaissent. Un deuxième traitement dont on parlera plus précisément dans les diapositives d'après, c'est le traitement par chirurgie, la stimulation cérébrale profonde qui consiste à stimuler électriquement certaines zones du cerveau et donc qui permettent d'arrêter les symptômes. Alors, c'est un traitement qui est symptomatique, c'est-à-dire qui permet de stopper les symptômes lors de la stimulation, mais par contre, il n'est pas curatif. Donc, il ne permet pas d'arrêter la progression de la maladie ou de la ralentir. Et donc, la maladie et la mort des neurones progressent dans le temps. Et donc, l'un des futurs traitements dont Malvina nous a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, c'est le traitement de la photobiomodulation, donc, qui est étudié depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur Clinatech. Et donc, dans ce cas-là, la lumière devient un médicament et donc on en reparlera un peu plus précisément après. Donc, tout d'abord, la stimulation cérébrale profonde, c'est un traitement chirurgical qui a été co-inventé en 1987 par les professeurs Benabid et Pollack.
Et donc, ça consiste à implanter 2 électrodes en bilatéral au niveau du cerveau, d'une zone du cerveau qui s'appelle le noyau sous-thalamique, qui est assez interne, et donc de stimuler électriquement ces zones. Et donc, on observe, c'est assez impressionnant d'ailleurs, dès qu'un patient est implanté et qu'on démarre la stimulation, on voit vraiment un arrêt des symptômes, c'est-à-dire que les symptômes moteurs, surtout, disparaissent pratiquement complètement, et donc la personne peut reprendre un système de vie et des activités tout à fait normales. Par contre, dès qu'on arrête la stimulation, comme je vous l'ai dit, il y a une reprise des symptômes, et donc c'est un traitement qui est uniquement symptomatique et qui ne permet pas d'arrêter l'évolution de la maladie. Donc, le deuxième futur traitement dont je vous ai parlé, c'est la photobiomodulation. Donc, la lumière comme médicament. Alors, je vais simplifier un petit peu le principe. Finalement, dans la maladie de Parkinson, on observe au fur et à mesure du temps une dégénérescence des neurones. Donc, les neurones vont aller en mort cellulaire. Et on a observé qu'en illuminant les tissus avec de la lumière dans le rouge et dans le proche infrarouge, donc on se situe entre 600 et 900 nanomètres, avec des longueurs d'onde de prédilection à 670 et à 810 nanomètres. Et donc, ça permet de conserver en fait les neurones en vie et d'éviter la mort cellulaire. Donc, comme Malvina en a parlé, il y a un essai clinique qui a démarré sur Clinatech avec la photobiomodulation il y a un peu plus d'1 an. Et donc, on attend les premiers résultats avec impatience. Il y a de nombreuses études précliniques qui avaient été faites depuis une dizaine d'années et qui a démontré l'efficacité de ce futur traitement. Et donc, pour l'essai clinique, alors je vais y aller rapidement parce qu'en effet, Cécile Moreau était venue présenter il y a quelques temps, mais ça consiste à implanter une fibre optique dans le cerveau directement et à aller illuminer les zones dans lesquelles les neurones meurent. Et donc, on espère pouvoir fortement ralentir, voire stopper la progression de la maladie de Parkinson et donc garder nos neurones en vie. Donc, si je résume maintenant pour le projet AstroPark, donc le but du projet d'AstroPark est d'étudier ce traitement qui est la stimulation cérébrale profonde et ce futur traitement qui est la photobiomodulation d'un point de vue cellulaire et moléculaire. Et donc, à travers des modèles qui se rapprochent au mieux de la maladie de Parkinson. Donc, il y a de nombreuses études qui avaient été faites, surtout sur la photobiomodulation, mais aussi sur la stimulation cérébrale profonde au niveau des organismes, des organes et des tissus. Il y a beaucoup moins d'études qui ont été faites au niveau cellulaire et moléculaire pour comprendre en fait les mécanismes, comment marchent ces traitements, parce qu'on observe finalement que les neurones ne meurent pas, mais pourquoi ces neurones ne meurent pas quand on fait de la photobiomodulation dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui reste encore à expliquer et qui nous est encore inconnu. Et donc, c'est le but du projet AstroPark, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe dans ces différents traitements. Donc, pour ça, on s'est basé sur des modèles. Donc, on est parti des cellules du cerveau. Donc, comme vous pouvez le voir sur la gauche, au niveau de ce schéma, il y a différents types cellulaires dans le cerveau. Donc, on connaît bien les neurones parce que finalement, c'est ceux qui nous permettent de faire circuler l'électricité et l'influx nerveux et donc de faire de la cognition, de la pensée. Il y a les astrocytes aussi, qui sont les cellules les plus représentées au niveau du tissu cérébral et qui sont importants, qui ont vraiment un rôle de soutien pour apporter la nourriture aux neurones, pour pouvoir faciliter le fonctionnement des neurones, avoir des échanges aussi entre les systèmes sanguins, donc l'extérieur du cerveau et l'intérieur du cerveau. Donc, ce sont des cellules qui sont très importantes. Et puis après, il y a la microglie, donc qui est en fait la défense du cerveau, les cellules du système immunitaire du cerveau qui vont permettre de contrer un certain nombre d'attaques, entre guillemets. Et puis, alors les oligodendrocytes, c'est plus annexe, c'est ce qui permet d'isoler électriquement le neurone. C'est des cellules qui vont venir se mettre autour de neurones et qui vont permettre de conserver un peu comme une gaine électrique, de conserver l'influx nerveux à l'intérieur du neurone. Donc nous, pour notre projet, on va surtout travailler sur les neurones parce que c'est ce qui nous intéresse, mais aussi sur les astrocytes qui ont très peu été étudiés au niveau de ces traitements. Il y a eu des études qui ont été faites au niveau des neurones eux-mêmes, mais ces études ne permettent pas d'expliquer tous les résultats qu'on observe au niveau des symptômes chez les patients en clinique. Et donc, on va
dans un premier temps, se concentrer sur les neurones et les astrocytes pour ces études. Ce sera notre modèle cellulaire. Alors, pour comprendre comment fonctionne une cellule, finalement, une cellule, ça fonctionne un peu comme une ville. Pour qu'une ville fonctionne bien, on a besoin d'une centrale énergétique, on a besoin d'endroits où il y a de la gestion, de transport, et donc tout ça fait vraiment un système qui fonctionne parfaitement. Et la cellule, c'est pareil. Elle a la gestion au niveau de la génétique, au niveau de l'ADN de son noyau, que vous pouvez voir ici en violet. Et puis finalement, elle a des systèmes qui permettent de construire, de transporter, d'échanger des messages au niveau de la cellule et entre les différentes cellules. Et donc, elle a un organide qui nous intéresse plus particulièrement, qui s'appelle la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule, et c'est ce qui nous permet de créer l'activité cellulaire et donc l'activité des tissus. Donc maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on va vouloir étudier au niveau de ces deux traitements? Alors au niveau de la stimulation cérébrale profonde, on observe une différence de réponse au niveau des symptômes lorsqu'on stimule à haute fréquence électrique et à basse fréquence électrique. Donc ce qu'on va vouloir regarder dans cette étude de la stimulation cérébrale profonde, c'est comment les cellules répondent à haute fréquence et à basse fréquence, et du coup voir les différences qu'il y a pour permettre de comprendre comment fonctionne cette stimulation cérébrale profonde. Et puis, on va aussi étudier l'implication des astrocytes dans les effets de ce traitement. Alors, pour ce qui est de la photobiomodulation, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je vais essayer de faire un peu plus simple. Donc, comme on a dit, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une activité. Et donc, au niveau de cette mitochondrie, on a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici, qui va permettre de créer, de produire des molécules d'ATP qui sont les molécules énergétiques de la cellule. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a des gradients de protons, d'électrons. L'hypothèse qu'on émet sur le fonctionnement de la photobiomodulation, enfin principale, parce qu'on pense qu'il y a quand même d'autres mécanismes impliqués, mais le mécanisme principal soupçonné, c'est que en illuminant en proche infrarouge et en infrarouge avec les photons, ça va venir stimuler cette chaîne respiratoire qui va nous permettre de produire plus d'ATP et donc plus d'énergie dans la cellule et gagner en énergie. Donc, le projet AstroPark en lui-même, donc il y a deux étapes dans le projet AstroPark. Donc, il y a vraiment l'étude cellulaire en elle-même pour voir comment ça fonctionne. Mais par contre, avant, il faut mettre en place des technologies qui vont nous permettre d'étudier ces traitements cellulaires. Et donc, je vais vous présenter la mise en place d'un banc de photobiomodulation qui nous permet d'illuminer nos cellules, d'un dispositif d'électrostimulation pour stimuler électriquement ces cellules. Et puis, je vous parlerai un peu brièvement des modèles cellulaires que nous allons utiliser en 2 dimensions et en 3 dimensions. Donc, au niveau du banc de photobiomodulation, le but est de reproduire vraiment l'environnement des cellules qu'il y a au niveau du corps, à l'intérieur du cerveau. Donc, pour ça, on utilise des incubateurs pour être au bon pourcentage d'humidité, à la bonne température, etc. Donc, le but était de pouvoir amener un système qui pouvait illuminer les cellules directement dans l'incubateur. Donc, pour ça, on a utilisé un laser qui s'appelle le laser titane saphir. Et donc, ce laser, l'avantage, c'est qu'on peut paramétrer à différentes longueurs d'onde, à différentes puissances. Donc, on va pouvoir tester différents paramètres pour vraiment essayer d'améliorer ce traitement de photobiomodulation. Donc, pour ça, ce laser, on l'a raccordé à une fibre optique qui vient directement illuminer dans l'incubateur. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images en haut. Et donc, on a créé un diffuseur qui permet d'illuminer les cellules de manière homogène. Donc voilà le montage qu'on a au niveau du laboratoire avec le laser. Et donc le but, c'est de créer vraiment un banc avec différentes longueurs d'onde et différentes utilisations de puissance pour pouvoir vraiment tester énormément de paramètres et trouver le paramètre de photobiomodulation qui nous intéresse le plus. Vous avez en haut à droite le résultat dans l'incubateur avec une plaque de culture cellulaire illuminée. Pour ce qui est de l'étude de la stimulation cérébrale profonde, maintenant, on travaille avec les laboratoires EPIA du campus Biotech de Genève qui fabriquent des microélectrodes qui permettent de faire de la culture. Donc, ce que vous voyez là, c'est les électrodes qui sont ici, en effet, permettent de faire de la culture dessus et donc
de chaque électrode peut envoyer une stimulation électrique ou enregistrer les paramètres électriques. Donc, pareil, c'est un dispositif qu'on est en train d'adapter. Alors, vous avez le dispositif sur votre gauche en 2 dimensions, et puis à droite, on va faire des cultures, ce qu'on appelle des neurosphères, donc des cultures en 3 dimensions. Et donc, pareil, on veut 2 électrodes de stimulation qui miment vraiment le cas clinique avec les 2 électrodes qui sont implantées dans le cerveau et qui peuvent stimuler pour étudier ces paramètres de stimulation. Voilà pour les technologies mises en place et utilisées. Au niveau des modèles cellulaires, donc on essaie de prendre un modèle cellulaire qui est le plus proche finalement des cas cliniques, donc des patients. Donc pour cela, on va aller directement au niveau de patients, alors soit de sujets sains, soit de patients qui sont atteints de Parkinson ou d'Alzheimer, et on va aller récupérer des fibroblastes qui sont des cellules de peau. Et donc, par de la reprogrammation génétique, ces cellules de peau, on peut les faire se dédifférencier, c'est-à-dire revenir au stade de cellules souches, qui sont le stade, en fait, finalement, quand une femme est enceinte, c'est le stade embryonnaire avec les premières cellules au stade de développement. Et donc ça va nous permettre d'avoir des cellules, un modèle cellulaire qui est dont le fond génétique est connu, étudié, et puis qui est prélevé sur des patients qui arrivent déjà à 60-70 ans. Et donc, on a un recul de tout ce qu'ils ont eu comme pathologie dans leur vie. Et donc, c'est maîtrisé. Et donc, ces cellules souches qui sont aussi appelées IPSC, donc pour Induced Pluripotent Stem Cell, on va les différencier en différents stades de différenciation qui se produit aussi dans le ventre de la mère lors du développement, donc en ectoderme, en neuroectoderme, pour donner des progéniteurs neuronaux et ensuite des astrocytes et neurones qui seront dans un premier temps immatures et qu'on va pouvoir faire maturer. Et donc, c'est comme si on arrivait finalement à des neurones et des astrocytes à un stade adulte et bien développé. Donc, c'est des choses qui sont un peu longues à faire. C'est à peu près 3 mois pour partir de la cellule de peau et arriver jusqu'à l'astrocyte et le neurone mature. Mais par contre, c'est des modèles cellulaires qui sont très, très pertinents. Et puis, alors, on va passer vite fait parce que ça sera plus tard dans le projet, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Donc, une fois qu'on aura réussi à obtenir ces astrocytes et ces neurones qu'on cultivera en fait en 2 dimensions, en monocouche, on va essayer de les monter en 3 dimensions pour faire ce qu'on appelle des neurosphères ou des organoïdes. Et donc, ça, c'est très important parce que finalement, dans la biologie cellulaire, il y a une notion de 3 dimensions de spatial. Les cellules sont capables de communiquer très très loin d'une zone à l'autre du cerveau. Et donc, c'est important d'étudier cette communication aussi en 3 dimensions et d'apporter un petit paramètre en plus. C'est vrai que le 2 dimensions, c'est bien parce que c'est très simplifié comme modèle, mais c'est pas non plus à 100% représentatif de l'in vivo. Et donc, ce qu'on va faire comme étude au niveau de ces projets, on va étudier 2 types d'interactions. Donc, on va étudier la communication entre les neurones et les astrocytes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les astrocytes, c'est vraiment un soutien. Ça permet d'améliorer le fonctionnement des neurones, de les maintenir en vie, de les nourrir, de leur amener de l'oxygène. Ça sert aussi de défense et puis il y a de la détoxification qui est fait. Donc, on va étudier vraiment tous ces échanges lors des différents traitements pour vraiment voir ce qui change quand on applique de la lumière ou quand on stimule à haute ou basse fréquence. Et puis, on va étudier aussi les interactions entre astrocytes parce que les astrocytes créent vraiment un réseau entre eux avec une communication à travers le réseau d'astrocytes et puis à l'extérieur et qui permet d'informer aussi les neurones de tout ce qu'il y a à produire. Donc, les études se baseront vraiment sur ces deux échanges. Et alors, pour conclure, déjà, pourquoi étudier ces traitements, la stimulation cérébrale profonde, la photobiomodulation d'un point de vue cellulaire? C'est important de savoir si les astrocytes sont impliqués dans les effets de ces traitements. Pourquoi? Parce que si on sait comment ça se passe, on arrivera encore mieux à traiter et à aller encore plus loin dans ces traitements. Et à côté de ça, étudier ces traitements, ça permet de les améliorer, ça permet de tester des paramètres. C'est comme les médicaments où on cherche le bon dosage, où on cherche la bonne régularité de prise. Et ici, c'est un petit peu pareil. On va chercher la bonne fréquence, on va chercher la bonne longueur d'onde. Et donc, ça va nous permettre d'améliorer ces traitements et de pouvoir du coup les étendre à d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ce qui est le cas d'autres projets du fonds de dotation qui sont déjà sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Puis je vous remercie de votre attention et puis du coup j'attends vos questions.
Merci. Merci beaucoup, merci Audrey, merci Malvina. Voilà, je vais les inviter à venir rester sur la scène pour pouvoir répondre à vos questions. Et moi, je vais m'éclipser pour pouvoir lire les questions qui sont à distance et puis prendre les questions qui sont en salle. Bien, on a des questions en salle. Eh bien, Bonjour, Thibaut. merci beaucoup pour cette présentation très instructive, notamment pour des non-biologistes. En fait, vous n'avez pas trop étendu sur les mécanismes que vous attendez, enfin l'hypothèse, là c'est plus sur la cellule, mais les hypothèses d'interaction lumière qui sont mises en jeu. Est-ce que vous avez déjà des hypothèses et est-ce que vous pensez que vous avez aussi l'hypothèse que c'est à peu près les mêmes dans les deux cas, dans les deux pathologies ou où vous en êtes de ce point de vue-là dans les hypothèses, je suppose que ça reste que... Alors, dans les deux pathologies, c'est-à-dire pour Parkinson et Alzheimer. Voilà. Ouais. Alors oui, de toute façon, Alzheimer est aussi une maladie neurodégénérative. Dans toutes les maladies neurodégénératives, le point commun, c'est que les neurones meurent. Donc oui, on pense que de toute façon, en effet, il y a le même effet. Au niveau de la photobiomodulation, on obtiendrait exactement le même effet selon les pathologies. C'est juste la zone en fait de mort neuronale qui change, et donc le traitement sera appliqué dans différentes zones en fonction de la pathologie ciblée. Très bien. On a une question peut-être à distance. Alors, la question, elle concerne l'alimentation des fibres optiques, en fait. Voilà. Donc, en termes d'alimentation, comment fonctionne la fibre optique positionnée dans le cerveau? Alors, l'alimentation, est-ce que c'est l'alimentation lumineuse? Alors, il y a je vais essayer de répondre le plus précisément possible. Alors, il y a une batterie qui est mise en sous-cutané au niveau de l'épaule et qui se recharge directement par induction. Donc, il n'y a pas besoin de réouvrir à chaque fois. On positionne l'appareil pour recharger. Et l'alimentation laser en elle-même, c'est un petit boîtier laser qui a été miniaturisé, qui a été fait sur Clinatech. Alors, je ne suis pas une experte dans ce domaine-là et qui est placé au niveau de la boîte crânienne, d'où part directement la fibre optique qui va permettre de produire du coup la lumière qu'il y a au niveau du cerveau. Bien, merci beaucoup. Alors, on a encore une question en salle? On va alterner entre la salle et la distance. Merci. Je voudrais savoir si on peut faire le traitement de la photomodulation si on a déjà un stimulateur cérébral profond. C'est vrai que la photobiomodulation étant en essai clinique, c'est une question qui est très pertinente. Alors, je ne peux pas y répondre avec certitude, mais il me semble en effet que il y a des traitements envisagés pour mélanger en effet en chirurgie l'implantation des électrodes de stimulation cérébrale profonde accompagnées de la fibre optique pour venir traiter. Alors après, il faut mettre quand même faire attention en parlant de ça, parce qu'il faut que ce soit les mêmes zones à traiter au niveau de la photobiomodulation et de la stimulation cérébrale profonde, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, je vais rajouter un petit commentaire qui est, alors ça, ce sera démontré par l'essai clinique, mais aujourd'hui, la photoillumination, l'idée, c'est de la mettre en place le plus tôt possible. Simplement parce que, par exemple, dans le cadre de la maladie de Parkinson, lorsqu'en fait elle est visible et donc on voit les effets moteurs, le nombre de neurones qui est déjà mort est très important en fait. Et il reste très peu de neurones encore vivants finalement. Donc si on s'amuse à photo-illuminer le peu de neurones qui restent, c'est trop tard. Donc vraiment, le but de la photo-illumination dans le cadre de la maladie de Parkinson, c'est de au plus tôt faire l'implantation pour sauver le plus de neurones possibles. Donc les traitements, ils apparaîtraient pas forcément à la même période de la pathologie, avec bien entendu l'idée que si la photobiomodulation, on la met très tôt en place, eh ben, la dégradation, on espère, va se ralentir, va voire même s'arrêter. Et donc, quelque part, on n'aura peut-être plus besoin de la stimulation électrique. Quelque part, on l'espère. Hein. Mais voilà, du coup, effectivement, voir si ça peut être mis ensemble, mais pour l'instant, on espère finalement que la photoillumination soit avant d'avoir besoin de faire la stimulation électrique. Merci beaucoup. Alors, on a une question en ligne.
Non, cette question-là, en fait, elle correspond à celle qui vient d'être posée, hein. Donc, en fait, c'est celle qui a été affichée pour moi. Donc, je la relis, je la répète pas parce que vous venez de répondre. Alors, la question qui vient maintenant, c'est bon, bonjour et merci. Existe-t-il une neurogénèse chez les personnes âgées? Et si oui, est-ce que votre système pourrait espérer une régénération des tissus endommagés à terme? Alors, la neurogénèse, donc jusqu'à maintenant, on disait qu'en effet, quand on passait à l'âge adulte, eh ben, on n'avait plus de pool de cellules souches neuronales. On a découvert il y a une dizaine d'années que c'était faux. On peut refaire des neurones à l'âge adulte. Donc une neurogénèse. Alors après, au niveau des personnes âgées, il n'y a pas d'études précises qui ont été faites vraiment là-dessus. Je ne sais pas, sachant qu'on peut toujours refaire du neurone. Par contre, au niveau de la photobiomodulation, on peut préserver les neurones qui sont en cours, qui vont mourir. Par contre, on ne peut pas ressusciter des neurones qui sont déjà morts. Donc, une fois que les neurones sont morts, on ne peut pas forcément les récupérer. Et même s'il y a de la neurogénèse à l'âge adulte, c'est vrai que plus on avance au cours du temps, moins cette neurogénèse est importante. Et donc, une fois qu'ils sont perdus, ils sont perdus. C'est pour ça que Malvina disait que c'est un traitement vraiment qui se mettrait en place au début de la maladie pour limiter la mort neuronale avant que ça progresse. Merci beaucoup. On a une question en salle. Oui, merci. Juste à rappeler ce qu'on pense comme étant la base des effets de la neurobiomodulation, enfin biomodulation, ça y est, enfin de l'illumination. Photobiomodulation. Ouais. Par contre, tu n'as pas rappelé, et ça, j'ai jamais vraiment eu de réponse claire, quand on a des applications électriques, basse ou haute fréquence, alors qu'est-ce qui marche le mieux et c'est quoi l'effet? Alors, en chirurgie, en clinique, il n'y a que la haute fréquence pour l'instant qui est utilisée puisque la basse fréquence ne marche pas. Et donc, l'effet de la stimulation haute fréquence, donc Parkinson, c'est vraiment une difficulté à initier les mouvements. C'est vraiment des tremblements très prononcés. Et donc, le patient n'arrive plus à effectuer les gestes vraiment du quotidien, ne serait-ce que prendre un verre d'eau. Et alors, dès que la stimulation à haute fréquence est mise en place, on a vraiment un arrêt des tremblements et un patient qui, enfin, on n'a pas l'impression qu'il a la maladie de Parkinson. On a l'impression que finalement, il bouge normalement, il n'a plus aucun tremblement, il prend son verre d'eau pour boire de manière très facile. Donc ça, c'est vraiment l'effet sur les symptômes moteurs, du moins. J'ai pas compris la question. Au niveau du neurone lui-même, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, tu vois, la photobiomodulation, elle joue sur les mitochondries. Le champ électrique, il joue sur quoi? Et c'est quelle fréquence dont on parle? Parce qu'on connaît les potentiels d'action, on connaît à peu près leurs fréquences, les potentiels évoqués, etc. Mais du coup, c'est pas tout à fait les mêmes gammes de fréquences. Là, on est sur 100 Hz, si je me rappelle bien. Alors là, en haute fréquence, on est à environ entre 130 et 150 Hz. C'est ça, ouais. Et je sais que la gamme de fréquences est relativement faible. Oui. Et du coup, quels sont en fait, voilà, c'est pas les effets visibles de l'extérieur, mais c'est quels effets sur la cellule en fait. Eh ben, c'est ce qu'on aimerait comprendre. Alors, on sait qu'en effet, il n'y a pas d'hypothèse pour l'instant. Alors, on sait que le fait de mettre de l'électricité dans un neurone qui est censé conduire l'électricité, ça le maintient en vie, le neurone, en effet. Alors seulement, le problème qu'on a là-dessus, c'est que c'est pas curatif, c'est seulement symptomatique. Et donc, on n'arrive pas. Alors, il y a des explications au niveau du neurone. En effet, mettre de l'électricité dans un neurone qui est fait pour recevoir de l'électricité, ça fait qu'il fonctionne et qu'il reste en vie. Mais le neurone en lui-même ne suffit pas du tout à expliquer les effets symptomatiques de la stimulation cérébrale profonde. Et c'est pour ça qu'on veut se pencher sur les astrocytes pour essayer de comprendre ces mécanismes, parce que finalement, ces mécanismes, aujourd'hui, on n'a pas d'explication sur comment vraiment ça fonctionne au niveau cellulaire. On ne sait pas. C'est le but du projet. Très bien, merci beaucoup. On va prendre des questions à distance. Et donc, si Julie veut bien me l'afficher. Oui. Connaît-on des récepteurs de la lumière infrarouge dans les cellules neuronales? C'est ce que vous voudriez savoir. Ça, c'est un autre projet qui débute. C'est le projet de Jamie O.
avec la production de biophotons, donc de lumière par la cellule. Et donc ça, c'est en effet des choses qu'on aimerait bien savoir. On soupçonne que oui, on pense que la cellule est capable de recevoir ce qu'on appelle les photons, hein, de la lumière, et donc de les absorber et de les utiliser. Mais scientifiquement parlant, je pourrais pas vous dire oui ou non parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une question en salle? Parce que sinon, oui, d'accord. On vous apporte, enfin, Thibaut vous apporte le micro. Dans l'hypothèse que vous avez donnée d'implémenter la photosimulation de façon précoce, ça veut dire qu'il y aurait un diagnostic précoce de la maladie. Comment vous allez faire avant d'avoir les symptômes? Sur quelle base vous allez faire C'est ce qu'on espère, parce qu'en effet, dans Parkinson, j'en ai pas parlé ici, mais il y a une longue phase en fait qui n'est pas symptomatique. Donc, au niveau cellulaire et moléculaire, les choses se mettent déjà en place, mais on n'a pas les symptômes. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que je disais que dans la maladie de Parkinson, le diagnostic était très tardif. Donc, en effet, il y a d'autres projets qui sont mis en place aussi pour essayer de détecter ces phases précoces, pour pouvoir vraiment diagnostiquer les patients bien avant, parce qu'on estime que cette phase de lune de miel, elle dure entre 5 et 7 ans quand même. Et donc, du coup, diagnostiquer vraiment les patients au plus précoce pour pouvoir les implanter rapidement. En fait, la détection des maladies neurodégénératives, c'est un enjeu qui est très important et il y a pas mal d'équipes scientifiques qui travaillent là-dessus, puisque aujourd'hui, c'est vrai que ce soit Alzheimer ou Parkinson, c'est diagnostiqué assez tard. Et donc, en France, il y a beaucoup d'équipes scientifiques qui travaillent sur quels sont les marqueurs qu'on pourrait détecter en amont. Un truc très simple, si on arrivait à partir de marqueurs physiologiques, à partir d'une prise de sang, ce serait quand même génial et ça nous permettrait d'anticiper au plus tôt les effets qui sont assez lourds et sur lesquels aujourd'hui il y a les différents traitements que Audrey a mentionnés. Mais plus on interagit tôt avec la maladie et plus on a de chance de vivre en bonne santé longtemps avec des effets qui sont réduits ou atténués dans le temps. Donc, détecter au plus tôt les maladies neurodégénératives, c'est vraiment un enjeu de société globale, hein, et il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur cet aspect-là. Pour l'instant, non. Il n'y a pas grand élément. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre une question à distance. Est-ce que l'électrostimulation et l'illumination... Ah non, ça, c'est une remarque. Est-ce que l'électrostimulation et l'illumination sont complémentaires? Alors, complémentaire, non, je pense que l'une pourrait remplacer l'autre. Parce que si on arrive à mettre en place un traitement par photobiomodulation et qu'on arrive à stopper l'évolution de la maladie, on n'aura plus besoin d'arriver avec la stimulation cérébrale profonde pour stopper uniquement les symptômes. Parce que le fait de garder les neurones en vie, en fait, permettra qu'il n'y ait pas d'apparition ou peu d'apparition des symptômes moteurs ou cognitifs. Bien. Alors, on a des questions en salle? Oui, on a une question en salle. Oui, bonjour. Concernant la photostimulation, en fait, la lumière, on peut lui faire plein de choses. On peut la moduler en fréquence, on peut la moduler en spectre également. Donc là, on parle d'unir. On peut la moduler en intensité, mais aussi on peut la moduler en polarisation linéaire, circulairement polarisée. Est-ce que vous avez des idées sur l'interaction de vos matières biologiques avec tous ces paramètres de la lumière que l'on peut faire, qu'on peut changer, qu'on peut moduler? Alors, en termes de puissance, par exemple, on est assez limité parce qu'on sait que si on met pas assez de puissance, on n'aura pas d'effet sur les cellules. Par contre, donc en dessous de 0,5 milliwatts par centimètre carré, on n'a pas trop d'effet sur les cellules. Par contre, on sait que dès qu'on monte à 1,5 milliwatts par centimètre carré, les cellules vont brûler. C'est trop puissant, donc les cellules vont mourir. Donc c'est vrai que par exemple, on a des fenêtres très petites là-dessus. Alors on travaille avec le département d'optique du CEA, qui eux sont vraiment des spécialistes de l'optique
optique là-dessus. Et donc, c'est des choses qu'on cherche aussi à découvrir. C'est vraiment l'effet des différents paramètres en termes de puissance, en termes de longueur d'onde. Par exemple, la longueur d'onde, on sait très bien qu'entre 700 et 900 nanomètres, donc dans la lumière rouge et proche infrarouge, on va avoir des effets positifs au niveau cellulaire. Par contre, on sait qu'au niveau de la lumière bleue, qui va se situer aux alentours de 420 nanomètres, ça va avoir l'effet complètement contraire. C'est-à-dire que ça va être délétère et ça va tuer en fait les cellules. Donc après, aller vraiment au niveau cellulaire, c'est vraiment le but du projet Astropark et de cette étude, c'est de comprendre ces différents paramètres, de pouvoir les moduler et de voir comment la cellule en effet les reçoit. Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées. On sait que c'est des photons qui arrivent et qui doivent activer certains fonctionnements, notamment le fonctionnement enzymatique du cytochrome C de la chaîne respiratoire. Mais par contre, on ne peut pas précisément et scientifiquement expliquer, on peut que émettre des hypothèses pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien, mais si ce n'est pas le cas, il viendra vous voir tout à l'heure et discutera avec vous. Mais je pense que vous avez quand même pas mal oui. répondu. D'ailleurs, il y a les adresses mail. Si vous souhaitez nous contacter pour nous poser des questions, n'hésitez pas. Alors, je voudrais prendre une question à distance. Donc, est-ce que la photoillumination peut être utilisée sur d'autres types de neurones, tels que les motoneurones de la SLA? Alors, j'aurais tendance à répondre oui, parce que finalement, en fait, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de types différents de neurones, comme il y a beaucoup de types d'astrocytes en fonction des zones du cerveau. Mais par contre, ils ont tendance quand même à fonctionner en grande partie tous de la même manière. Donc, c'est des choses qui doivent être testées pour que je puisse vous répondre vraiment oui, franchement. Mais normalement, ça devrait être applicable, sachant qu'un neurone fonctionne finalement toujours de la même façon. Et vous pouvez préciser pourquoi? Parce que pour moi, c'est complètement abscon. C'est quoi ces motoneurones de la SLA? Alors, les motoneurones, c'est des neurones qui permettent vraiment moto pour moteur, donc c'est des neurones qui permettent d'initier le mouvement, donc de gérer la motricité. Et donc la différence, elle est surtout au niveau organisation et forme du neurone, en fonction des neurones qu'on étudie dans différentes zones du cerveau. Ils n'ont pas la même forme, ils sont pas reliés. Donc on a des neurones par exemple qui s'appellent pyramidaux parce que vraiment ils ont énormément d'embranchements. On a des neurones qui sont longilignes et parce qu'ils sont longs et qui vont aller voilà. Donc les motoneurones, en fait, c'est des neurones qui sont moteurs. Et donc la SLA, c'est une maladie qui provoque aussi des problèmes de motricité parce que ces motoneurones dégénèrent. Et donc oui, on pourrait l'appliquer sur ces neurones-là et afin de les préserver et donc du coup de stopper les problèmes moteurs. Bien, merci beaucoup. Avant de clore, oui, allez-y. Je vais juste rajouter un petit commentaire à la question qui a été posée. L'idée d'Astropark, c'est aussi d'avoir des réponses un peu plus fondamentales au niveau cellulaire et moléculaire pour justement pouvoir multiplier les maladies neurodégénératives auxquelles on pourrait répondre, clairement. Donc, c'est bien d'essayer sur chacune des maladies, mais il y a malheureusement beaucoup trop de maladies neurodégénératives. Et donc, revenir à l'essentiel, au fondamental, à la compréhension réelle de ce qui se passe au niveau cellulaire, et bien, ça nous permettra plus vite d'aller identifier les autres maladies dans lesquelles ça peut avoir un impact. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend une dernière question du public? Oui. Voilà. Vite fait, ouais. Vite fait, pas trop longue. C'est une question un peu multiple. Oui, non. Non, en fait, tu as parlé des longueurs d'onde. Effectivement, il y a la classique à 635 et puis il y a 900. Je sais que c'est quelque chose qui marche. Est-ce qu'il y a eu une évaluation des longueurs d'onde un peu plus dans le vrai infrarouge, d'accord? Parce que là, on est quand même plutôt limite visible ou même dans le visible. Et deuxièmement, est-ce que dans les études que vous allez faire, c'est plutôt au niveau cellulaire, hein, on va regarder du marquage, de la mort cellulaire, de la microscopie. Est-ce qu'il y a des besoins que vous avez en tête de capteurs qui pourraient permettre finalement d'être associés à ces mesures pour voir des effets inflammatoires, des effets comme ça? Est-ce qu'il y a des besoins, je dirais, un peu technologiques qui permettraient d'affiner votre voilà, ce que vous avez trouvé. La recherche. Alors, le début de la question, c'était sur
Les longueurs Oui, d'onde. les longueurs d'onde. Alors, en effet, les longueurs d'onde, il y a eu énormément d'études qui ont été faites à 670 nanomètres, donc qui est dans la lumière rouge, et 810, qui est vraiment dans le proche infrarouge, mais au début. Donc, c'est le but du projet Astropark aussi. C'est pour ça qu'on a fait un banc de photomodulation, parce que ça nous permet de moduler. Donc, on va pouvoir tester toutes les longueurs d'onde allant de 600 nanomètres à 900, voire 1000 nanomètres. Donc, ça, on va vraiment voir, a priori, il y a des longueurs d'onde qui sont peu fonctionnelles. À 700 nanomètres, il y a différents articles qui sont sortis qui nous disent que finalement, il n'y a pas trop d'effet. Donc, on va pouvoir tester ces longueurs d'onde-là, en fait, et c'est très important aussi de les tester pour voir vraiment si on a une longueur d'onde qui a beaucoup plus d'effet que les autres. Et pour les besoins au niveau des études, oui, on va avoir des besoins. Ça va être dans un second temps parce que là, pour l'instant, on va vraiment tester les interactions, donc tout ce qui est vague calcique, vague sodique, etc., pour vraiment voir l'implication des astrocytes. Mais je ne doute pas qu'on va trouver des choses qui vont forcément vouloir nous faire creuser un petit peu plus loin et qu'à ce moment-là, on aura besoin d'outils de détection et d'analyse sur différentes études au niveau cellulaire et surtout au niveau moléculaire. Parce qu'on veut aller sur le métabolomique, mais on veut aller aussi sur la transcriptomique et puis sur la protéomique. Donc, en effet, voilà. Très bien, merci beaucoup. J'invite les personnes qui sont présentes à remercier à nouveau nos auditrices pour leur présentation très intéressante. Il y a pas mal de remerciements à distance. Vous les verrez, nous vous les enverrons. Et Merci. maintenant, je vais juste clore la séance. Si vous voulez bien, je prends votre place sur la scène. Et donc, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour entendre parler des fleurs et comprendre un peu mieux, surtout savoir qu'est-ce qu'on sait du rôle des fleurs dans notre entourage. Voilà, et ce sera François Parcy, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir ici. Et donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.